Bonjour et bienvenue dans le premier épisode 2023 de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Feurs et vous allez découvrir l'univers incroyable de cet homme qui a su allier l'ensemble de ses passions pour en faire sa vie professionnelle. Un homme passionné et passionnant. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Salot de l'entreprise Sportiste. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Jérôme, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Alors, présenter mon entreprise. Donc, la dénomination, c'est Sportiste. Alors, d'où est-ce que ça peut venir ? Un nom pareil. C'est tout simplement la contraction de sportif et artiste. Artiste en anglais, STS à la fin, c'est compliqué. Et tout ça, ça donne Sportiste. Donc, entreprise créée en 2005. Et entreprise qui, à ses commencements, avait pour vocation quasi exclusive la production de spectacles visuels, acrobatiques, chorégraphiques, sportifs. Et puis avec la nécessaire adaptation et la nécessaire diversification, c'est devenu aussi et beaucoup une agence événementielle pour les entreprises ligériennes qui ont envie de faire communiquer par l'événement. Ça a lieu absolument partout, voire même sur toute la planète, mais spécifiquement pour la partie agence événementielle et pour la partie, on va dire, les événements qui vont se passer pour des entreprises, entrepreneurs qui ont envie de communiquer sur leur structure. Là, c'est plutôt en région Rhône-Alpes-Auvergne, quoi. Ok. Vous avez des actualités brûlantes ? On a eu l'occasion d'animer dans tous les sens du terme une rencontre de basket des enfants du Forêt de Feurs. C'était le derby qui les opposait à Andrézieux. Et donc ça s'est très bien passé sportivement puisque nous avons brillamment écrasé l'équipe d'Andrézieux. Donc ça c'était un premier point satisfaisant. Mais ça s'est également très bien passé autour puisque moi pour les enfants du Forêt de Feurs, pour l'équipe de basket de Feurs, je m'occupe de l'activation des partenariats. Je m'occupe des partenaires et on avait organisé toute une réception. Les partenaires titres de l'événement, c'était Général d'Optique à Feurs et puis le pôle formation Loire-Drôme-Ardèche qui étaient les deux parrains de la rencontre, et on a organisé une réception autour de tout ça et ça s'est fort bien passé avec beaucoup de monde. Les gens étaient forcément très enthousiastes parce que ça s'était bien passé sportivement. Donc la fête s'est continuée pendant toute la durée de la soirée et de la nuit. Vous êtes né le 5 août 1974. Eh oui, aussi peu d'années, oui. Comme beaucoup de monde encore, le siècle dernier. Oui, encore, on est encore une petite minorité à être né au siècle dernier, oui. Donc le 5 août 1974 à Feurs, Vous avez grandi à Feurs, et aujourd'hui vous travaillez à Feurs. Et je vais très sans doute mourir à Feurs aussi, j'annonce. Donc tout se passe à Feurs. Vous étiez qui petit, Jérôme Salot ? Alors petit, j'étais pas très grand. Non, petit, j'étais déjà ce qui n'est pas évident pour tout le monde, pour ceux qui me connaissent un petit peu, même beaucoup. J'étais un mordu de football, j'étais un footeux. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et j'étais vraiment bercé, passionné par ça. Et puis, au fur et à mesure de mon adolescence, ça a un peu plus, ça s'est teinté de basket avec une grosse passion pour la NBA. C'était la période à laquelle il y avait des gens comme Michael Jordan et Magic Johnson notamment qui œuvraient. C'était des affrontements épiques et de cette passion naissante pour le basket, c'est devenu dévorant au lieu d'être juste naissant et ça en est devenu quasiment mon métier finalement, puisque ma première activité artistique professionnelle tournait autour du basket et notamment du basket acrobatique, mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Ouais. Juste une question, vous parlez de votre première activité artistique professionnelle. Oui. On en est où là ? Parce que c'est un peu diffus. Alors, parce qu'en fait, j'ai une autre activité artistique qui n'était pas professionnelle, enfin qui n'est pas devenue professionnelle tout de suite, même si par la suite ça s'est un peu concrétisé. Mais alors même que le sport était effectivement une de mes grandes passions, une autre grande passion c'est la musique et l'animation.
Et je suis DJ depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je crois. D'accord. C'est-à-dire que j'ai acheté des disques et direct, je me suis dit, tiens, c'est derrière les platines qu'il va falloir passer. Donc ça a été la partie musique DJ, ça a été vraiment le truc qui est venu en premier, en fait. En tant que fils, Oui. vous étiez qui? Comment il vous qualifierait? Comment il me qualifierait? Ou comment vous voyez maintenant? Ouais, j'aurais déjà beaucoup de mal à avoir le recul suffisant pour savoir exactement comment il me voyait, comment il me qualifierait. Mais disons que j'étais bien pris dans mes passions, dans mes trucs, et eux suivaient. Donc je pense qu'ils me voyaient avec toute la bienveillance qui doit caractériser, j'imagine, des parents qui ils suivaient. Alors typiquement, hein, j'ai dit tout à l'heure, j'étais footeux, alors que mes parents, eux, d'emblée, ils étaient. Je viens d'une famille de basketteurs, voilà. Donc bon, donc c'était pas leur sport, le foot, et pourtant ils m'ont suivi. Mais quand je dis suivi, c'est suivi quoi. C'est-à-dire qu'on était dans un cadre, un club sportif, l'USFER, un club de foot, mais c'était vraiment une ambiance supra-familiale quoi. Et on était un groupe de copains dont les parents suivaient tous les copains, et on était tous ensemble tout le temps, tous les week-ends. Donc c'était plutôt sympa. Ouais. Donc déjà passionné. Et ouais. Et en tant qu'élève? En tant qu'élève, alors à ne pas répéter, mais souvent on le dira à personne. On le dira à personne, mais de toute façon c'est pas le but. Hein. Souvent quand on évoque la période scolaire, j'ai pas souvenir d'avoir fait des devoirs avant le lycée, donc ça étonne beaucoup de monde, mais voilà, j'ai pas de souvenir d'avoir travaillé spécialement. C'est peut-être un peu dû au fait que ça rentrait assez facilement, donc j'avais pas besoin de plus me consacrer aux devoirs que ça. Mais voilà, non, la période scolaire, ça a été, j'ai bien rigolé. Et après l'école à proprement parler, les études supérieures? Ouais, les études supérieures, donc alors moi j'ai fait des études d'économie, on va dire, et puis après des études en gestion, en management. Là pour le coup aussi c'était assez sympa, et c'était d'autant plus sympa que le type d'études que j'ai fait, alors ça n'existe plus ce genre de truc là, mais à l'époque j'ai fait ce qui s'appelait un IUP, Institut universitaire professionnalisé, et en l'occurrence j'ai fait partie de la première promotion du premier IUP qui s'était créé à Saint-Étienne. C'était à Saint-Étienne, une université très filerie, Jean Monnet là. Et le truc, c'est que dans la mesure où on était la première promotion, donc oui, certes on essuyait les plâtres, mais aussi en même temps ça a permis de créer tout ce qui existe toujours d'ailleurs là-bas, donc l'association des étudiants de l'IUP, ensuite quand on a terminé le truc des anciens, enfin voilà, donc c'était forcément hyper enrichissant, parce que forcément voilà, hein, c'est à ça que ça sert, hein, les études, mais en plus le fait d'être un peu les pionniers sur cette formation là, ça a de fait obligé à créer des choses, parce que rien n'existait, donc il fallait le faire, donc voilà. Et en parallèle avec les études supérieures, donc il y avait le basket qui se dessinait, Ouais. La musique toujours. Et est-ce qu'il y avait un projet professionnel qui commençait à sortir? Alors justement, le projet professionnel était flou, très flou. Et le projet professionnel s'est dessiné au fur et à mesure de mes pérégrinations artistiques, entre guillemets, puisque effectivement pendant mes études je continuais à être DJ, les soirées étudiantes, voilà, donc très bien, et puis en même temps j'ai commencé la partie artistique sur le basket acrobatique. Et hasard des choses, hasard des calendriers, le monde est bien fait. Il s'est trouvé qu'à la fin de mes études, j'ai quand même été obligé de faire un truc qui s'appelait l'armée à l'époque. Il y avait un truc qui s'appelait comme ça. Donc j'ai fait l'armée. Et à la fin de mes études, fin de l'armée. On est en quelle année? Août 97, je finis l'armée, donc je suis censé, ça y est, me retrouver dans la vie active, la vraie, pour les vrais gens qui ont des vrais métiers. Et en l'occurrence là,
on est sollicité avec l'équipe de la troupe de basket acrobatique qu'on avait créée à l'époque. On est sollicité pour faire pour la première fois un contrat rémunéré pour présenter les spectacles qu'on présentait de manière tout à fait associative jusqu'à présent. Et donc on est sollicité par Disneyland Paris pour un festival qui s'appelait le Festival California Dream. On est sollicité pour ce festival en question. On présente pendant 2 mois nos spectacles. On était situé juste juste devant Space Mountain, donc des affluences de dingue pendant 2 mois. Les gens qui voient le spectacle et on se dit mais il y a peut-être bien un truc à faire avec ce spectacle-là. Je vous coupe juste par curiosité. Comment on peut faire du basket acrobatique dans la région de Feurs ? C'était sur Feurs. Et être approché par Disneyland, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une notoriété, il y avait déjà une reconnaissance du travail que vous aviez construit. Alors, effectivement, il y avait une notoriété qui s'était construite en rapport avec la partie associative, parce qu'on faisait ça en associatif le week-end, en plus de nos études. Mais on avait commencé à acquérir pas mal de notoriété dans le milieu du basket, en l'occurrence, puisque c'est de là dont c'était issu vraiment. En ayant fait des choses pour... les équipes de basket de l'époque, c'était Limoges, notamment le CSP Limoges qui venait d'être champion d'Europe, c'était en 93 je crois de mémoire. Et donc on avait une petite notoriété dans le microcosme du basket, mais forcément ça a transpiré un petit peu et ça a transpiré jusqu'à Disney par rapport notamment à la thématique de leur festival, puisque le festival c'était California Dream, le rêve américain, le rêve californien, le basket ça collait bien, donc voilà, on est venu se greffer sur cette thématique-là et ça a super bien fonctionné, quoi. En sortant de ce truc-là, la décision est prise d'en faire une activité professionnelle, une vraie activité avec laquelle on peut vivre de sa passion, tant mieux. Et puis voilà. Ouais. Donc là, vous créez votre première entreprise. Cette première société, elle est 100% dédiée à ce type de spectacle, basket acrobatique. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et après, comment ça évolue ? Ça évolue très bien, très vite, et ça évolue jusqu'à développer cette activité-là et sa notoriété à un stade planétaire, puisque on va dire que l'apogée de ça, c'est qu'on va jusqu'à faire les Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Donc en l'occurrence les Jeux Olympiques à Athènes étaient le tournoi de basket des Jeux Olympiques à Athènes était organisé par la NBA. C'est la NBA qui avait eu le contrat pour organiser le tournoi, et il se trouve que l'année précédente, en 2003, j'avais réussi à convaincre la NBA de nous engager pour un événement qui s'était passé en France, qui va se repasser à nouveau d'ailleurs au mois de janvier, le 19 janvier prochain. Alors à l'époque ça s'appelait les NBA Europe Games, et cette année ça va s'appeler les NBA Paris Games ou un truc comme ça, je sais plus, mais bon bref. Donc les personnes de NBA Entertainment avec qui j'avais dealé pour Paris, et l'autre match il était à Barcelone. Donc les personnes de NBA Entertainment, ils étaient dans le New Jersey à cette époque-là. Ils m'appellent en janvier, c'est janvier 2004 je crois. Hein. Il m'appelle en janvier 2004 et il me demande si on serait dispo pour animer un tournoi de basket qui va avoir lieu sur la saison d'été, sur toute la saison d'été, donc l'été 2004. Donc moi j'ai dit top, vraiment, ouais, bien sûr qu'on est dispo, enfin qu'on va se rendre dispo de toute façon. Allons-y. Et puis sur le coup je pose pas plus de questions que ça, parce que je me dis déjà c'est super, on va faire un tournoi avec la NBA. J'avais aucune idée que la NBA avait décroché l'organisation des Jeux Olympiques. Hein. C'est quand même un truc de dingue, parce que la NBA, on peut se dire aux États-Unis quand même, enfin, ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre pour gérer ça, et là ils viennent vous voir, vous, quoi. Ouais. C'est alors un truc de fou. Ouais. Et puis là surtout que clairement l'activité, le basket acrobatique, on n'a rien inventé, c'est eux qui l'ont inventé. Ouais. C'est les Ricains qui l'ont inventé. 1979, Ty Cobb qui invente ça. Donc je veux dire, c'est un truc, c'est connu, hyper connu, supra connu, archi connu aux États-Unis. Et on se rend compte que non, ils ne connaissent plus du tout la pratique en équipe, et donc on se fait connaître déjà en NBA, enfin pas NBA, c'était de la NCAA là. On se fait connaître un petit peu aux États-Unis parce que on réimporte quelque chose. Et donc voilà, tout ça amène au fait que
la NBA pense à nous pour ça, pour ce fameux tournoi de basket qu'ils doivent organiser sur l'été 2004. Mais après, ça a été forcément une aventure exceptionnelle parce que il a fallu créer, parce que ça reste la NBA, hein, c'est-à-dire c'est très certainement la ligue sportive la plus riche au monde, mais par contre il faut travailler gratuitement pour eux, quoi, hein. En clair c'est ça, hein. Peut-être pour ça qu'ils sont riches d'ailleurs. On te fait bosser, voilà, c'est ça. On te fait bosser, on est gentil, donc toi tu viens gratos. Ouais. Donc il a fallu essayer de faire le montage financier pour pouvoir passer l'été à travailler ça, à payer les gens pour faire ça, puisque on était tous pros, hein, donc voilà. Et puis surtout, il a fallu créer pour eux, parce qu'ils ont un format ils s'attendent à un format de spectacle, à un format d'entertainment qui est bien particulier. Ils veulent ce format-là et pas autre chose. Donc ça veut dire que dans la création des spectacles, il a fallu qu'on mette les ingrédients que eux voulaient retrouver dedans. On n'était pas super libre dans la créa, quoi. Mais bon, ça a eu des retombées exceptionnelles, donc c'était bien. Ouais. Après, vous créez Sportiste quasiment dans la foulée. Ouais. C'est lié ? Ouais, tout à fait. C'est lié au fait que cette activité basket acrobatique dont on parle depuis tout à l'heure, ça a marché, ça a bien marché, ça a très très bien marché. Ça a peut-être un petit peu trop bien marché, et donc ça a créé des tensions entre les gens qui faisaient ça et ou qui s'occupaient de ça. Donc du groupe de départ, on a splitté, quoi, tout simplement. Et donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai créé Sportiste. Et le constat de départ pour créer Sportiste, c'était forcément basé sur l'expérience que j'avais déjà dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est un peu une niche, hein, le spectacle sportif à l'époque, c'était pas si développé que ça, mais bon, bref. Donc le constat, c'est de se dire, tiens, effectivement, quand on fait des événements à droite à gauche, en France, ailleurs, on retrouve assez souvent d'autres spectacles qui ressemblent au nôtre, donc du spectacle sportif, acrobatique, etc. Et donc moi je me dis, mais tiens, au lieu d'agir chacun dans son coin les uns les autres, là, si on se réunissait sous une bannière commune, sport artistes, les artistes du sport, voilà. Si on se réunissait sous une bannière commune, ça permettrait tout simplement de garder le client final et de lui proposer quelque chose de divers et varié, et de pouvoir faire ça d'année en année, de pérenniser les événements sur lesquels on peut intervenir. Donc ça partait vraiment de ce constat-là. Donc c'est-à-dire fidéliser votre client en apportant par contre de la nouveauté. C'est ça. C'est-à-dire que le client qui, quoi qu'il en soit, dans nos activités, c'est le client qui cherche du waouh tout le temps, donc il veut du waouh, mais une fois qu'il a vu le waouh une fois, c'est plus waouh la deuxième fois. Ouais, il veut un autre. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment d'être là-dessus, de pouvoir élargir le panel de waouh et de pouvoir wower les gens plusieurs années de suite. Voilà. Donc c'est vraiment parti de ça. Et ce qui fait que sur les débuts de l'activité sportiste, donc à partir de 2005, fin 2005 à toute fin 2005-2006, c'était l'activité de la société était quand même très 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 orientée, voire exclusivement orientée vers le spectacle visuel, acrobatique, chorégraphique, sportif. C'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'au début, on faisait pas du tout d'autre chose que ça. On faisait pas de je sais pas moi, de magicien, de chanteur, de clownerie ou je ne sais quoi. C'était vraiment très orienté sur le spectacle visuel. Et ça a continué de très bien fonctionner. Oui, parce que 2 ans après, donc là on est en 2005, 2007, Stade de France. Ouais, on fait le premier Stade de France. Alors faut expliquer quand même. Ouais, faut se calmer, hein. Quand on dit on fait le Stade de France, c'est pas Johnny qui fait le Stade de France, hein. Restons à notre niveau. Ouais, on fait le premier Stade de France en 2007, janvier 2007. À l'époque, se faisaient encore des matchs de rugby, délocalisés au Stade de France pour le Stade français. Et donc là c'était un match Stade français contre l'ASM, contre Clermont. Clermont, ouais. Et le truc, c'est que autour de c'était l'époque de Max Guazzini qui était à la manœuvre pour tout ça.
Et lui, on va dire son credo, c'était de dire, pour amener du monde au Stade de France, pour que les gens viennent nous voir, pour avoir 80 000 personnes, voir jouer le Stade français, il faut qu'on leur amène du show, quoi. Il faut qu'on leur amène du sportainment, de l'entertainment dans le sport. Et donc, il blindait en spectacle, en activité. Et nous, on s'est retrouvés à être sollicités. Alors, sur ce truc-là, on a fait un truc je suis pas sûr que ça a été refait depuis d'ailleurs. Aux quatre coins, sur les quatre pénétrantes, les 4 travées du Stade de France, on va dire, on avait 4 spectacles différents, mais qui se jouaient en même temps. Donc on avait du basket acrobatique, du grand trampoline, du tumbling, c'est le truc qui rebondit tout le temps, là. Et puis du BMX, les trucs de rider, là, de dirt, de cascade. Donc on balançait tout ça en même temps pour que chaque tribune, même s'il y avait des reprises écran dans les écrans géants du stade, mais chaque tribune au plus près, elle ait son waouh à elle, et qu'elle puisse profiter pleinement du moment. C'est-à-dire que l'idée, c'était que on fait déplacer les gens pour un match de rugby, certes, mais on les fait aussi et surtout se déplacer pour tout ce qui va se passer autour, quoi. Autre lieu plutôt emblématique du spectacle français, l'année d'après, mars 2008, première Olympia. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi alors là, c'est pas du basket acrobatique, j'imagine? Non. Alors encore une fois, on a fait l'Olympia. C'est pas Beko non plus, hein. C'est pas Beko non plus. Non, l'Olympia, on avait fait ça. Donc en 2008, la première fois qu'on le fait, c'était avec des danseurs hip-hop. Vous savez, le breaking, là, le truc qui va être aux Jeux Olympiques à Paris. Là. Voilà. Je pense, alors je sais pas, faudrait vérifier, mais je pense qu'on a fait passer pro la majorité des breakers de Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, alors je sais pas pourquoi, je ne saurais pas analyser pourquoi, mais Saint-Étienne est une place forte de la danse hip-hop, du break en France. Et d'ailleurs, il y a deux breakers actuellement qui sont en équipe de France de break, qui potentiellement peuvent faire les JO à Paris en 2024. Donc voilà, donc on était très danse hip-hop, très break au niveau des sportistes, et nous avions un de nos spectacles qui était c'était de la danse hip-hop, c'était du break, mais on avait monté ça dans un aspect tout à fait mainstream, familial, présentable à tout le monde, sans aller dans que la performance, en mettant de l'humour dedans, enfin bon bref. Donc on avait une création qui était bien adaptée pour le public, pour le grand public. Et ce spectacle-là, on l'avait joué en télé pour une émission qui s'appelait Le plus grand cabaret du monde. Ouais. Ça n'existe plus, mais voilà, c'était une émission référence Patrick à l'époque. Sébastien. Ouais. C'était vraiment une émission référence, ce truc-là, et c'était d'ailleurs un vivier d'artistes de renommée mondiale qui voilà, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour se faire repérer. Et en gros, quand tu passais dans ce type d'émission-là, ça voulait dire que ouais, t'étais là, t'étais en place, quoi. Et dans le cadre du festival Paris fait sa comédie, je sais plus si c'est chaque semaine ou un truc comme ça, mais il y avait une carte blanche qui était donnée à un des humoristes. C'était des gens qui faisaient du stand-up qui se présentaient. Et alors, en l'occurrence, c'était Anne Romanoff qui avait la carte blanche en question. Et Anne Romanoff elle avait kiffé le spectacle de break qu'on proposait, et elle avait voulu qu'on fasse sa première partie avant le début de son spectacle, quoi. Donc la première fois qu'on fait l'Olympia, on fait ça avec des breakers pour Anne Romanoff. Donc le truc est pas forcément évident, hein. C'est pas le truc du danseur hip-hop avec Anne Romanoff, tu vois pas trop le truc à la base, mais ça avait été terrible, et ça avait été d'autant plus terrible que, alors là, digression tout à fait personnelle, mais moi dans ma jeunesse j'étais fan d'un humoriste qui a disparu, qui s'appelait Michel Courtemanche. C'est un Québécois. Vous voyez qui est-ce? Ouais. Et il faisait partie des producteurs de ce festival-là. Et en loge, on était à côté de lui, et j'ai revu Michel Courtemanche. Je l'avais pas vu depuis des années, ce gars-là. Et voilà, ça m'a fait kiffer. Mais voilà, bref, ça c'est tout à fait personnel. Et du coup, depuis 2008, l'Olympia, on l'a refait 3 ou 4 fois. Chaque fois avec des humoristes. Chaque fois avec des humoristes femmes.
Et notamment, on a dû le faire 4 fois, je crois, ou 3 fois avec une humoriste belge qui s'appelle Nawel Madani. Et d'ailleurs, je me demande si, je crois que la captation du spectacle de Nawel Madani, il me semble bien que c'est fait à l'Olympia et c'est fait un soir où on avait, toujours pareil, c'était avec des danseurs, oui, pardon, à chaque fois ça a été avec des danseurs. Et en l'occurrence, là, c'était, au lieu d'être en première partie, comme avec Anne Romanoff, avec Nawel Madani, les danseurs faisaient partie de son spectacle, parce que Nawel, c'est une humoriste, donc c'est une humoriste belge, qui vient de la danse à la base. Elle était, pareil, elle était big girl, elle faisait du break aussi. Et quand elle a construit son spectacle, elle cherchait des danseurs, et donc toujours pareil, vu qu'on était pas mal en télé, etc. On s'est rencontrés. Je me demande si c'était pas, non, c'était pour le Marrakech du Rire qu'on l'avait rencontré, elle. Et donc voilà, elle avait monté son spectacle avec des tableaux qui étaient faits directement avec nos lanceurs. Donc là, pour le coup, les gars faisaient partie de son spectacle, donc tous les soirs. Donc ils ont fait, on a été en tournée avec elle pendant 2 ou 3 ans, hein, je sais plus. Et la tournée en question, elle est passée 3 ou 4 fois par l'Olympia. On a fait le Palais des Sports aussi, on a fait plein de salles partout. Et c'était terrible, parce que justement, quand on voit la captation de son spectacle, il y a même un des tableaux, c'est carrément un de mes danseurs, qui est mon chorégraphe aussi, Samy. C'est lui qui a créé le tableau, qui a écrit le tableau avec elle, parce qu'elle avait l'idée texte, on va dire. Et lui, il a mis en chorégraphie justement ce tableau-là. Donc ça c'est sympa, parce que c'est vrai que nous on fait du spectacle dans des lieux super sympas et tout, mais les gens viennent pas pour nous. Enfin, c'est bête, mais ils viennent pas pour voir les breakers qui vont être avec Nawel Madani, ou les breakers qui vont être en première partie d'Anne Romanoff, ou les dunkers qui vont être là pour le match de rugby. Ils viennent pas pour nous, les gens. Ils profitent du fait qu'on soit là, ça les divertit. Vas-y, fais-moi rire. Mais par contre, quand il y a un truc comme ça où voilà, un de nos gars crée un tableau, crée un truc, et ça fait partie du spectacle à la fin. Enfin, ouais, c'est bien ça. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est génial. Il y a dû y avoir des moments difficiles. Est-ce que vous avez eu des épreuves dans cette aventure? Déjà le truc, c'est que ça, la partie, la fin de la partie basket acrobatique avec mes ex-associés, ça n'a pas été drôle du tout, ça. Mais vraiment pas du tout. Ça s'est très très mal terminé. Donc des amis, j'imagine. C'était pas marrant. Ouais, c'était des amis à la base, et après plus du tout. Donc ça, c'était pas drôle. Après, il y a eu des moments aussi qui étaient un peu plus difficiles, mais c'est pas difficile dans le sens, c'est-à-dire que c'est super. On a fait des spectacles sur toute la planète, vraiment partout. Donc c'est cool, c'est vraiment bien. On navigue partout, on voit plein de pays, ouais. Sauf que les pays, on les voit pas du tout, parce que quand on fait des spectacles, quand tu vas faire un spectacle de je sais pas moi, de 7 minutes à Dubaï, tu passes 3 jours dans les avions et 7 minutes à Dubaï, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est la contrepartie du truc. C'est super sympa de voyager, etc. Mais par contre, voilà, il faut ça voyager. Manque de tourisme. Ouais, ça manque de tourisme, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, à chaque fois, tout le temps, on est dans le speed. Voilà, il faut préparer le truc. Une fois que tu es sur place, il faut mettre en place pour que ça se passe bien. Nanana. Tu penses absolument pas. Tu sais pas où tu es, en fait. Est-ce que vous avez eu au cours de votre vie, ou encore toujours des personnages importants, des mentors, des choses inspirantes, des personnes inspirantes, des personnages de films, j'imagine des sportifs aussi? Ouais, alors effectivement, la première, quand on parle de personnage inspirant, le premier qui me vient en tête, c'est Michael Jordan, parce que voilà, j'étais fan du personnage, du sportif, voilà. Même si j'ai pas gratté pour savoir comment il était dans la vraie vie, hein. Moi, c'était ses exploits qui guidaient ma passion, on va dire. Donc ouais, j'étais assez branché sur le personnage en question. Après, vu que je suis aussi très musique, j'ai des influences musicales assez marquées sur la musique électronique,
Et j'aime bien des personnages comme on a en France un alors je sais pas si c'est le plus grand, mais pour moi c'est le plus grand, tant pis. Hein. On a en France un DJ producteur qui s'appelle Laurent Garnier. Tout le monde ne le connaît pas et je comprends pas que tout le monde ne le connaisse pas, c'est pas possible. Qui est vraiment qui est une référence absolue dans ce au niveau musique électronique. Puis après j'aime bien aussi les gens de Détroit, Chicago, Jeff Mills. Enfin bref, voilà. En musique aussi j'ai des inspirations. Et par contre, en termes de mentor, dans la vraie vie ou dans la vie professionnelle, etc., je suis plutôt en recherche d'un mentor. J'aimerais bien tomber sur un mentor. Ah ouais. Ah ouais. Ou être mentor de quelqu'un. Je cherche. Ouais, alors, ouais, aussi, ouais. Mais non, je cherche activement. Enfin, pas activement du tout. Mais j'aimerais bien. Enfin, ouais. Ça me. Je sais pas, ça fait sans doute partie des choses qui me manquent. J'ai pas de... Ah, vous auriez un réel besoin, c'est pas juste... je sais pas si c'est un besoin, mais j'aimerais bien. D'accord. C'est pas un besoin dans le sens... ça m'a pas manqué. Ça n'empêche pas, oui. Ouais, ça m'empêche pas de... Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte et que j'ai été mentoré par quelqu'un qui s'en est pas vanté. Et voilà, je sais pas. Mais ouais... J'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui me guide dans cette nuit absolue. Non, mais pourquoi pas. Un peu de poésie. Ouais. Voilà, tiens, poète. Quand j'ai préparé l'émission, je vous demandais quelles étaient vos valeurs fondamentales. Vous m'avez répondu une phrase: mieux vaut fermer sa bouche au risque de passer pour un abruti, plutôt que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Ah, ça, c'est ma phrase. C'est pas très... Voilà, c'est pas très fin, mais ouais, c'est-à-dire que tout est dit dans cette phrase-là. Ouais, quoi. je crois. Hein. Tout est dit dans cette phrase-là, parce que justement, très souvent, à trop vouloir l'ouvrir, à trop vouloir faire entendre sa voix, on finit par plus être audible du tout, et surtout, ça ne laisser aucun doute au sujet du fait qu'on n'est pas si intelligent qu'on voudrait le faire paraître. Ouais. Quand je vous demande la définition de vous-même aujourd'hui, vous me dites survivant grâce à une adaptation constante. Ouais. Alors ça fait un peu référence. Alors éventuellement aux petites épreuves dont on a parlé, mais aussi à l'actualité. Aux récents événements sur la crise sanitaire, etc. C'est-à-dire que nous, dans le domaine de l'événementiel. C'est d'autant plus vrai que mon activité n'existerait pas dans n'importe quel autre pays que la France, pour la simple et bonne raison que la France, nous sommes le seul pays au monde qui a fait le choix de la culture et qui a mis en place ce qu'il faut pour justifier ce choix de la culture. Je m'explique, il y a des pays comme le Qatar, par exemple. Le Qatar a fait le choix du sport. Et puis le Qatar, il organise la Coupe du Monde de foot. Il va faire très certainement les Jeux Olympiques. Enfin, j'en sais rien, mais bon, bref. Voilà, le Qatar a fait le choix du sport. Le Dubaï a fait le choix du tourisme. Donc, ils se donnent les moyens pour développer le tourisme, etc. Nous, la France, on a choisi la culture. Quel est le résultat de ça ? En France, on est peut-être le seul pays au monde où les artistes... Les gens de la culture sont payés pour préparer leur spectacle, pour pouvoir vivre de leur art à temps plein, quoi. Et la résultante de ça, c'est que donc on a un système avec le système de l'intermittence du spectacle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, les gens dans l'intermittence du spectacle, qu'est-ce que ça veut dire ? Les jours où tu es en spectacle, tu es payé par la personne qui t'engage pour le spectacle. Les jours où tu prépares ton spectacle, où tu n'es pas en spectacle, tu es payé par Pôle emploi pour pouvoir préparer ton spectacle et vivre de ton art. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je précise, à partir du moment où tu as fait à cette date, où tu as fait... Bien sûr, voilà, c'est ça. Oui, il y a un nombre de critères à remplir. Voilà, il y a un nombre de critères à remplir. C'est professionnel quand même. Exactement. Il y a un nombre de critères à remplir. C'est très encadré. Ne peuvent engager que les artistes que les gens qui ont des licences d'entrepreneurs en spectacle, etc. Donc c'est très encadré, mais le cadre est posé pour pouvoir permettre ça. Qu'est-ce que ça donne ? Moi, je m'en rends compte forcément en ayant navigué un petit peu partout sur la planète. Systématiquement, tu vas dans tous les pays, partout dans le monde, tu retrouves quoi ? Des artistes ? Tu retrouves des artistes français. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleurs artistes au monde. Pourquoi ?
parce que nos artistes peuvent préparer et vivre de leur art. Donc, le rayonnement de la France à travers la culture, il est mondial grâce au système qu'elle a mis en place, parce qu'elle a choisi la culture. Donc adaptabilité, mais professionnalisme. C'est ça, professionnalisme. Et la partie adaptabilité, je l'expliciterai avec le fait que la crise Covid a obligé à développer des nouveaux moyens de faire du spectacle, entre guillemets, ou de présenter des activités ou autres, notamment avec le développement, par exemple, pour ne parler que de ça, mais les conférences avant, ça se faisait tout le temps en présentiel. Il y avait des interlocuteurs, il y avait des intervenants et puis le public dans la salle. Avec la période Covid, on s'est aperçu que ça pouvait se faire aussi avec des gens dans la salle, pourquoi pas, ou pas, mais aussi avec des gens en distanciel. Et donc il a fallu développer les moyens pour que des gens puissent assister à des conférences en distanciel, en visio, etc. Donc c'est ça l'adaptabilité, c'est qu'on a dû se former, s'adapter et mettre en place des nouveaux moyens de présenter ce que j'appelle moi des événements, mais c'est des événements de la vie de tous les jours, hein, même des réunions, des colloques, ce qu'on veut. Donc l'adaptabilité, elle est ici, je pense. Et comment vous faites aujourd'hui pour développer votre business ? Par quelle voie vous passez ? Parce que vous êtes à Feur, vous travaillez un peu partout sur la planète finalement. Comment vous allez chercher vos clients ? Comment vous allez chercher vos artistes aussi ? Parce que c'est... Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas à Feur. Non, loin de là. Les artistes, je vais commencer par la fin. Les artistes, c'est vraiment du travail de fond et du travail de... Alors je dis je commence par la fin, mais ça va être la même chose pour tout le monde. C'est du travail de réseautage, c'est-à-dire que les artistes, t'as déjà bossé avec Sportiste, toi ? Ouais, putain, ça se passe super bien à chaque fois, machin. Et c'est comme ça qu'on les recrute, nos artistes. Nous, on les recrute pas, très souvent, ils viennent vers nous parce qu'ils ont entendu parler d'eux, ils ont vu que un tel, il était passé dans telle émission, ou que l'autre, il a fait telle pub, ou je ne sais quoi, voilà. Donc, au niveau des artistes, c'est très souvent comme ça que ça se fait. T'as entendu parler de machin qui fait ci, qui fait ça, et ils ont plutôt tendance à venir d'eux-mêmes. Voilà. Au niveau de la clientèle, je vais le découper en deux. Sur la partie production de spectacle, présentation de spectacle, visuel, chorégraphique, acrobatique ou autre, on a déjà maintenant on a, parce que mine de rien ça fait depuis 1997, c'est le dernier que je suis là-dessus, donc on a les gens nous connaissent quand même, on est identifié en tant que tel, et on a je vais pas dire une renommée parce que c'est tellement dans un petit monde que ça peut pas s'appeler une renommée, mais on est connu, les gens savent qu'on fait ça. Et en gros, c'est à peu près systématiquement la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau ? Qu'est-ce que tu as d'autre ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? C'est à chaque fois là-dessus. Donc, sur notre clientèle, on peut dire que ça fonctionne comme ça. Pour la partie production de spectacle, présentation de spectacle, spectacle vivant. Sur la partie agence événementielle, et plus particulièrement sur la partie les événements d'entreprise qu'on développe ici en Rhône-Alpes-Auvergne plus particulièrement. Là, je vais aborder un sujet hautement stratégique. 2015, nous faisons un constat qui est de dire que c'est top de faire des spectacles sur toute la planète, mais alors qu'est-ce qu'on perd comme temps dans les avions, dans les machins, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rentabiliser un petit peu plus tout ça ? Pour rentabiliser un petit peu plus tout ça, ça serait de travailler en local. Travailler en local, les événements qu'on fait un peu partout sur la planète, ils ne se font pas forcément en local. Qu'est-ce qui se fait en local ? Ce qui se fait en local, c'est les événements que font toutes les entreprises tout le temps, les événements d'entreprise, les anniversaires d'entreprise, les inaugurations les nouveaux locaux, les colloques, les séminaires, tout ce qui se fait tout le temps dans la vie de toutes les entreprises. Ok, très bien. Comment on fait pour développer ça au niveau local ? Peut-être qu'on pourrait essayer de regarder s'il n'existe pas des choses qui permettent de travailler un réseau au niveau local. Ah tiens, oui, ça existe pas, non, ça n'existait pas. En 2015, fin 2015, on a créé un premier groupe BNI, je ne sais pas si vous connaissez le principe, on a créé un premier groupe BNI à Feur. Peut-être vous pouvez nous le rappeler ?
pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ouais, alors BNI, c'est Business Network International, yeah baby. Donc c'est un concept américain à la base, créé en 1985 par. Comme le basket acrobatique. Ouais, quasiment. Le basket acrobatique est plus vieux, 1979, Ty Cobb. Donc créé en 1985 aux États-Unis. Et le principe de base, qui est en gros la systématisation de son marketing de bouche à oreille, ce qu'on fait tous là. Tiens, t'as pas entendu parler, il y a un chantier qui se fait à tel endroit, ils auraient besoin de machin, d'un plombier, de ci, de ça. On le fait tous comme ça, mais on le fait tous comme ça. Et ben BNI, c'est une méthode pour systématiser ça et maximiser le business qu'on puisse sortir de son réseautage, quoi. Ouais, donc 2015, vous créez le... Donc 2015, création d'un groupe, du groupe BNI Affer. Okay. Et donc clairement, moi c'était dans l'objectif de développer cet aspect-là de mon activité, c'est-à-dire la partie agence événementielle pour les entreprises locales. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos difficultés ? Alors, je vais dire comme tout le monde, ça serait le recrutement, mais le recrutement pour la vie de l'entreprise de tous les jours, parce qu'on est tous dans les mêmes problématiques. Vous cherchez à recruter aujourd'hui ? Ouais. Alors, ce que je cherche à recruter, alors bien sûr au niveau de mes artistes tout le temps, parce qu'il faut être à l'écoute de tout ce qui se fait et faire en sorte d'être tout le temps dans le bon mouvement, mais aussi au niveau de mes opérationnels, c'est-à-dire sur un événement, on a toujours de la technique, on a toujours besoin de nos régisseurs, on a toujours besoin de vidéos, de lumière, de je ne sais quoi, et là-dessus, c'est compliqué d'avoir des gens. Je pense que, alors là, pour le coup, la partie de la crise sanitaire, la crise Covid, elle nous a pas aidés, parce que il y a des gens qui avant faisaient ça, en plus d'une autre activité éventuellement. Et la crise sanitaire leur a fait faire la réflexion de se dire je vais retourner sur un vrai métier, parce que les métiers du spectacle, c'est pas des vrais métiers, n'est-ce pas ? Ça a rincé un peu votre secteur d'activité, quoi. Un petit peu. Donc là-dessus, on est toujours en recherche, et sachant que, alors, nous, la particularité qu'on a, c'est que il n'y a pas ou peu de formation chez nous. C'est-à-dire que les profils qu'on cherche, c'est des BTS des merdes. C'est-à-dire des gens qui savent faire à peu près tout dans toute situation, parce que voilà, il n'y a pas de, on n'est pas, on est très peu protocolisé, on est très peu normé, très peu procédurisé. Voilà, il faut que ce soit des gens de terrain. Mais aussi des gens qui sont au contact tout le temps des clients. Donc il faut aussi que ce soit des gens qui passent bien avec tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de profil type. Ouais, pas si facile. Non, c'est pas si facile, non. Donc on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est l'heure d'accueillir votre invité, Jérôme. Aujourd'hui, vous avez choisi d'inviter qui ? J'ai choisi d'inviter Vicky Few, qui est avec nous cet après-midi, et qui va présenter ses activités. Parce que c'est pas son activité, c'est ses activités. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Vicky ? Eh bien, tout simplement Vicky, parce que elle a une particularité dont elle ne se rend absolument pas compte, c'est qu'elle a un métier, une activité qui est assez proche de ce que je fais moi, au niveau des partenaires que je peux gérer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est une activatrice de business. Moi, je suis un activateur d'événements. Elle, c'est une activatrice de business. Mais elle va vous l'expliquer mieux que moi, hein. Très bien. Vicky, bonjour. Bonjour. Ça vous fait rire ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors du coup ? Pourquoi ça me fait rire ? Non, quelle est votre activité ? Alors, la toute première, je suis courtier en prêt immobilier, en regroupement de crédit et prêt travaux. Donc ça, c'est parce qu'il fallait faire quelque chose de sérieux. Et puis, comme j'avais encore un peu de temps, eh bien, je m'occupe, tout à l'heure, il a parlé des groupes BNI. Eh bien, je gère plusieurs groupes sur la région. Voilà, puisque j'ai commencé l'aventure BNI à faire aussi. Et voilà, je crois que je l'ai pris en intraveineuse. Et puis voilà, une petite dernière activité qui est prenante, mais qui est
fort enrichissante, c'est que je suis conseillère municipale en charge des seniors sur la ville de Roanne. D'accord. Donc vous habitez à Roanne, vous travaillez à Feurs ? Oui. Ok. Pour vous, votre avenir, c'est quoi là prochainement ? Comment vous voyez l'avenir ? Parce que vous avez 2 activités, vous avez le BNI, donc du coup, le courtage. Comme je vous l'avais dit un petit peu en off, c'est effectivement le courtage. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien créer. Le courtage, ça fait 10 ans. Ça roule. Donc forcément, comme ça roule, je m'ennuie. Donc si je peux me rediriger plutôt sur la partie plutôt fun, j'avoue que ça serait plus sympathique. Donc voilà. Donc le côté activateur de business. A priori, Ce que disait je ne le voyais pas comme ça, mais s'il le dit. Et Jérôme, vous, votre avenir, comment vous le voyez ? Donc comme je l'ai dit en tout début de présentation, je pense que je vais mourir à Feurs puisque je suis né à Feurs et que j'ai fait mon activité à Feurs. Voilà, donc je serai un forésien mort bientôt. Non, sur les années à venir, je pense que ça va se développer de plus en plus justement l'activation des réseaux, justement des partenaires, puisque tout le monde est tout à fait conscient que ça passe par là et ça ne passera très sans doute que par là, par la suite. On voit bien dans la conjoncture actuelle que les motivations principales des gens pour rejoindre les réseaux, c'est que justement ils ont compris que ça marche, ça fonctionne et ça fonctionne de mieux en mieux, de plus en plus, parce que tout le monde a compris que ça fonctionnait. Et vu que le réseau de mon réseau et le réseau de mon réseau de ton réseau, ça marche pour tout le monde. Ouais, carrément. Vicky, vous qui travaillez carrément là-dedans, on parle beaucoup de réseaux là pour développer le business. C'est des réseaux en présentiel. Vous voyez comment l'avenir ? Parce qu'il y a forcément la concurrence. On pourrait se dire, il n'y a pas besoin de faire du présentiel parce qu'on trouve tout sur Google, on trouve tout. Quel est l'intérêt du coup ? Comment vous voyez ça ? J'ai envie de dire, regardez, on aurait pu le faire en visio, finalement, non, en physique. Le lien restera quand même très important, je pense, et effectivement, malgré le fait qu'on puisse aujourd'hui échanger avec le monde entier, la proximité fait que ça permet quand même de développer plus facilement, je trouve. Très bien. Vous êtes impacté, Jérôme, vous, par le côté visio, justement, il y a de la concurrence peut-être sur des événements qui pourraient se faire par hologramme, où il n'y aurait plus besoin de se déplacer. Alors effectivement, oui, j'étais très déçu quand je suis allé voir l'avant-dernière création du Cirque du Soleil sur la vie de Michael Jackson qui s'appelait The One, et on avait Michael Jackson qui apparaissait en hologramme. Je me suis dit, zut, je me suis fait avoir. Donc oui, ça m'a déçu. Non, c'est pas un souci, au contraire, c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Sauf que les gens continuent à se déplacer dans les salles, dans les festivals, dans les spectacles ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut être multicanaux, c'est tout. Et on le fait de plus en plus et ça marche bien. C'est-à-dire que les gens sont contents de se déplacer, les gens qui sont chez eux sont contents de pouvoir le faire depuis chez eux. Il faut juste être capable de proposer l'offre sur les différents canaux et ça fonctionne. Ouais. Côté business, vous partagez ça, Vicky, aussi ? Oui. Le côté multicanal ? Les réseaux, on peut pas faire. Les réseaux sociaux, je veux dire, on peut pas faire autrement. Le réseau numérique. Non, c'est sûr, on sera obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Et effectivement, comme l'a dit Jérôme, ça permet justement de toucher le plus de monde possible, puisque quelle que soit la manière de faire ou de penser, on a une manière de pouvoir réseauter. Ouais. Finalement, tous les deux, vous voyez plus ça comme une évolution pour pouvoir toucher plus de monde, faire du multicanal, comme vous avez dit tout à l'heure, Jérôme. Et ce qui n'empêche pas le réseautage en physique, quoi. Ouais, puis quoi qu'il en soit, on est rien ne remplace effectivement le contact humain. Mais en plus, nous sommes dans un moment où on peut faire les deux en même temps sans que l'un pénalise l'autre. Donc, si on prend l'exemple effectivement des différents groupes BNI qui se réunissent toutes les semaines, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité de faire des visios avec des membres qui sont répartis sur toute la planète, qu'ils ne vont pas se déplacer en local pour aller voir j'allais presque dire leurs collègues, puisque c'est devenu leurs collègues de travail toutes les semaines. L'un ne cannibalise pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, et encore une fois, quand on parlait tout à l'heure d'adaptabilité, ça en fait partie. Hein. On s'y est mis un peu contraint forcé aux histoires de visio, faire des réunions sur Zoom, etc.
Sauf que, oui, contraint forcé, on avait l'impression d'être forcé au début, sauf que finalement, c'était un formidable moyen de sortir de l'isolement qu'on avait à cette époque-là, quand on était en confinement. Donc oui, on y allait peut-être, on avait l'impression d'y aller à reculons, mais finalement, une fois l'outil dompté, là, une fois que tout le monde s'est mis à peu près au pas pour pouvoir suivre de manière fluide ce qui se faisait en visio, on s'est rendu compte que c'était une chance et que c'était un autre moyen de faire qui encore une fois, qui cannibalise pas le présentiel ou quoi que ce soit. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis à un moment donné de sortir de l'isolement. C'est ce qui pourrait, Alexei, aujourd'hui nous remettre dans de l'isolement, finalement, d'une certaine manière. Oui, on pourrait le penser, mais j'ai pas l'impression que on pourrait faire un parallèle avec le télétravail. J'ai pas l'impression que finalement les gens se soient bloqués sur le télétravail et soient restés au télétravail. Ils ont fait chacun avec ce qu'il avait envie de faire, les moyens aussi qu'il avait pour faire. Et il n'y a pas eu l'un n'a pas empêché l'autre et ça continue comme ça. Donc ouais, ça n'a pas été destructeur, je pense pas. Ouais, et ça a été créateur de quelque chose? Ah bah oui, ça a été créateur de quelque chose sur le coup, parce que sur le coup, finalement, on n'avait plus que ça. Et le plus que ça était aussi productif, voire plus productif que ce qu'on faisait avant en physique. Donc ouais, ça a été peut-être même une révélation pour certains. Ouais. Je pense qu'il y a toute une partie des chefs d'entreprise, etc., qui s'imaginaient, si on leur avait dit à l'avance, dans 2 ans, il va falloir que tu fasses des réunions en visio, parce que on ne pourra pas faire autrement. Non, j'en serais pas capable, je pourrais pas faire et tout. Et finalement, il s'est avéré que, oui, c'était tout aussi productif, voire plus productif que ce que tu pouvais faire en face-face, pourquoi pas. Vicky aussi, c'est quelque chose dans votre métier, quelque chose qui a évolué, ça? Oui. Partage visio ou télétravail peut-être? Moi complètement, puisque je faisais à peu près 100% de mes rendez-vous en physique avant. Et aujourd'hui, je pense que hormis mon rendez-vous banque, c'est-à-dire le rendez-vous final, je ne fais quasiment plus de rendez-vous physiques au départ. Ok. Visio ou téléphone du coup? Les deux. Les deux, et finalement les gens se sont rendus compte que c'était tellement pratique et un gain de temps surtout. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, c'est plutôt une demande de vos clients qui va dans ce sens-là ou c'est votre pratique à vous qui a évolué? En fait, comme ma pratique a évolué, je me suis, moi aussi, ça m'a fait bizarre de ne plus les recevoir, de plus échanger. Alors contrairement à Jérôme, moi j'adore le physique, Jérôme aime la visio, donc moi d'un seul ne plus voir les gens, c'était un peu compliqué. Et puis finalement on s'habitue à tout. Et je pense que les clients sont pareils. On en revient toujours à l'adaptabilité, Jérôme? C'est ça, c'est exactement ça. Bon, merci beaucoup Vicky Few d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Jérôme Salot d'avoir accepté aussi de me recevoir aujourd'hui. Comme à chaque fois, je demande à mes invités un petit cadeau à la fin. Ah oui. Donc voilà, c'est pour vous l'heure de me faire votre cadeau. Alors, votre porte-clés, qui n'est pas tout à fait un porte-clés. C'est pas tout à fait un porte-clés, c'est un porte-clés autour du cou. Un tour de cou, voilà. Donc en l'occurrence, c'est le tour de cou du club Foresium. Le club Foresium, qu'est-ce donc que cela? Magnifique tour de cou. Il est chouette, hein? Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Noir et doré. Ouais. Donc le club Foresium, en l'occurrence, c'est un club de partenaires du sport, le club des partenaires du sport dans la plaine du Forêt. Donc c'est un club de partenaires que j'ai créé à la base notamment pour le club de basket de Feurs, des enfants du Forêt de Feurs. Et très clairement, l'idée qui est derrière ce club des partenaires, c'est encore une fois de faire en sorte que les gens se retrouvent, se voient, discutent, échangent sur leur vie, leur passion, voilà, très bien, mais aussi sur le business, sur ce qui se passe, sur l'activité qui peut se passer sur leur territoire. Et l'ambition du club Foresium en question, c'est justement de pouvoir faire passer le message, l'idée que oui, certes, on peut ne pas être passionné ou impliqué dans tel ou tel sport ou telle activité, et pourtant c'est un vecteur aussi pour faire du business, pour rencontrer des gens, pour élargir aussi ses horizons. Donc voilà, le cadeau du jour, c'est le tour de cou du club Foresium
le club des partenaires du sport dans les forêts. Merci beaucoup Jérôme. Merci. À bientôt. Merci, Julien. Vicky. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.